Et j'accueille aussi un nouveau partenaire avec qui on travaille chez L-Factory. Vous savez, L-Factory qui organise cet événement et qui accompagne les entreprises qu'on vient de présenter dans leur transformation digitale. On s'est rencontré avec Julien, avec ce réseau qui commute. À un moment donné, il fallait bien qu'on se croise comme des particules. Julien Sportis dirige la société Caretis. Salut Julien, comment tu vas? Salut Sébastien, ça va? Alors, qu'est-ce que Caretis? Qui tu es? Alors, qu'est-ce que Caretis? C'est un projet, c'est une boîte de conseil qu'on a créée il y a 5 ans. Mais j'aime plus le concept de projet parce que ça a réuni très vite d'autres associés autour de moi. On est une vingtaine aujourd'hui, 3 bureaux, un à Neuilly, à côté de Paris, un à Lyon et un à Singapour. Et c'est une alchimie en fait de compétences. Bon, la plupart, on est ingénieurs, souvent avec une double formation plus business également. On a des experts du digital, on a des développeurs, on a des data scientists. Et notre cœur de métier, c'est l'engagement client. Alors l'engagement client, bon, ça veut pas dire grand-chose, mais c'est en fait dès que vous avez un produit, dès que vous avez un service, dès que vous avez une idée, c'est tout ce qui va être fait en amont et en aval pour lui donner vie et faire en sorte que ça crée la valeur derrière cette idée, ce service, ce produit. Donc ça veut dire qu'en fait c'est du marketing, c'est des ventes, mais c'est aussi comment est-ce que vous allez faire des forecasts, des prévisions de vente, quelles sont les applications qui vont accompagner votre produit, vos services, jusqu'à des éléments très très opérationnels de quels sont mes réseaux de force de vente, de quels investissements marketing j'ai besoin, etc. Et notre spécificité, c'est qu'on travaille essentiellement dans le secteur de la santé. Donc santé humaine, santé animale, des génériqueurs, des sociétés de biotech, des sociétés de thérapie digitale aussi, c'est-à-dire des apps qui se veulent médicaments et qui suivent la voie de démonstration de preuve des médicaments. Donc c'est tous ces acteurs de la santé avec lesquels on a l'occasion de travailler. Et comme tu le disais, j'ai le plaisir au quotidien de diriger ce groupe de 20-25 personnalités qui ne cessent de croître. Excellent. Et donc, justement, toi, tu accompagnes ces entreprises du monde de la pharma dans leur transformation digitale. Quelle est la complexité que tu rencontres face à un métier qui était du VRP, je vais voir mon médecin un par un, etc. Comment on met du digital dans une relation humaine de vente, on ne va pas dire au porte-à-porte, mais pas loin, et comment on utilise les outils pour transformer tout ça, les outils du numérique? Oui. On ne rentre pas par l'aspect digital de notre côté à Caretis, c'est clair, et la plupart de nos clients, quand ils font appel à nous, ont une problématique du bon vieux temps, c'est-à-dire je dois lancer un produit, je plafonne en part de marché, qu'est-ce qu'on fait? Et disons que souvent, et on l'a vu depuis 15-20 ans, on a commencé à compter avec le digital, et ça a été un gros point, une grosse difficulté, parce que c'est encore une vraie difficulté, c'est que certains laboratoires savent qu'il faut compter avec, mais ils savent pas exactement comment le mettre en musique, comment le prendre en compte. Et de plus en plus, en fait, ce qu'on réalise, c'est qu'il faut pas compter avec, mais il faut vraiment compter sur. C'est-à-dire que le digital devient d'une manière ou d'une autre, quand il est bien articulé avec une proposition de valeur, avec une organisation, avec un portefeuille de produits qui glisse, comme le disait Stéphane, vers le serviciel, c'est là où le digital peut vraiment être, non pas une fin en soi, parce que je pense que ça serait dénaturer la légitimité de l'industrie pharma qui remonte de plusieurs siècles. Je veux dire, Pfizer, ça a été créé dans les années 1850, c'est un des grands groupes, etc. Et je pense que beaucoup de laboratoires ont cet ADN de pharmaciens, d'apothicaires, de créateurs de molécules, de produits actifs. Mais le digital, c'est vraiment une manière aujourd'hui de complètement transformer non pas uniquement l'organisation, mais ce qu'on peut apporter au système de santé à travers en fait une chose qui est la data. Et ce qui est fabuleux en fait, c'est que l'industrie pharma est probablement une des industries qui a le plus eu à faire avec de la donnée depuis des années et des années, j'allais dire des décennies. Là, par exemple, c'est le concept de evidence-based medicine qui a été créé dans les années 70, qui était de dire, nous, ce qu'on veut, c'est créer des preuves basé sur des données probantes, donc pour démontrer la valeur d'un médicament. Donc en fait, l'industrie pharma, et c'est en ça que c'est un paradoxe, c'est que l'industrie pharma, c'est une industrie de la donnée dans son ADN, puisque
quand Nespresso vend du café, il vous fait pas la démonstration par A plus B que son café est meilleur. Mais quand un Mylan, un Lilly met en place quelque chose, ils vous font la démonstration par A plus B. Et bien avant Internet, que le médicament a tel produit, tel p-value, telle significativité statistique, etc. Donc c'est une industrie de la donnée qui s'est longtemps un peu ignorée, surtout dans les strates commerciales, et qui maintenant, avec le digital, peut vraiment passer la 5e voire la 6e si tout suit derrière. Et suivre derrière, ça veut dire le patient, le prescripteur, le payeur, ce qu'on appelle les P's, les P, avec toute cette chaîne de valeur sur lequel l'industrie pharma doit jouer. Et c'est une vraie transformation culturelle, parce que je me rappelle encore il y a 3-4 ans, quand je disais ça dans certains comités de direction en France, quand je leur disais un de vos actifs, c'est la donnée, on me regardait très bizarrement. Alors que maintenant, clairement, il y a des Chief Data Officers qui se structurent, il y a toute une gouvernance de la donnée qui devient d'égale importance que la stratégie médicale et qui prend le lead sur de nombreuses stratégies marketing. Parce que clairement, ça change complètement le rapport, ça change complètement l'équation de valeur en fait du médicament. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour trouver une prescription et une fois que la prescription est faite, juste croiser les doigts que la pharmacovigilance, que le produit va bien marcher. On est là pour vendre un service qui passe par le médicament, parce qu'il faut un composant actif d'une manière ou d'une autre, mais qui va aller jusqu'au bout de la chaîne. Et c'est ce que les marketeurs dans l'industrie pharma appellent le beyond the pill, c'est-à-dire arriver à dire bon, on vous vend un médicament, mais donc la pile, la gélule, mais en fait, on va bien au-delà de cela. Et c'est quelque part aussi une manière d'attaquer un autre axe qui est le beyond the bill, c'est-à-dire dire bon, ok, on coûte un certain prix, mais on le justifie amplement parce qu'on ne vous vend pas que de la molécule, on vous vend une expérience complète, à la fois pour le prescripteur, pour le système de soins, pour les soignants, pour le patient, voire même pour l'aidant, pour tout l'entourage du patient. Donc, tout au long du parcours de soins, on vous vend cette expérience-là, et c'est probablement un peu là-dessus que l'industrie pharma peut se diversifier et peut arriver à renouveler, à réenchanter certains de ses modèles commerciaux, certains aspects de sa légitimité. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même, bon, je suis désolé de le dire devant des leaders de l'industrie pharma, mais on vit dans une ère un peu depuis longtemps de soupçon, de méfiance de l'industrie pharma. Hein. Et c'est très injuste du fait d'une part de la qualité éthique de toute cette industrie, mais aussi du fait que les choses sont tellement cadrées de nos jours que c'est difficile, si vous voulez, de considérer qu'il y ait beaucoup de marge de manœuvre. Hein. Donc, on vit dans un monde très régulé où le digital aide à fluidifier, aide à casser des silos, en fait. Justement, cette réglementation qui pose problème, est-ce qu'on pourrait imaginer que demain, on s'abonne à Mylan et on s'abonne à Lilly pour avoir non plus des médicaments, finalement, j'achète pas le médicament, j'achète un service qui va m'accompagner à aller bien tout le temps. Et eux, derrière, ils se débrouillent pour retrouver la bonne molécule, un peu la médecine personnalisée, ou un peu comme le pharmacien faisait sa préparation avant. Au fur et à mesure de l'évolution de ma vie, je vais avoir besoin d'une relation avec une personne qui va m'accompagner et qui saura exactement, avec les données qu'il a, parce qu'il les a récupérées à travers des essais cliniques. C'est un peu la 5e phase. Hein, il y a 4 phases hein, dans la recherche clinique. Et au lieu de faire un médicament final, je fais un médicament personnalisé, je fais un service finalement, et j'apporte toujours quelque chose de pertinent. Est-ce que ça, dans le futur, on pourrait imaginer un modèle de ce type? C'est clairement, je pense, comme disait Grégory, la réponse. Après, on ne sait pas exactement quelles vont être les modalités, les rapidités, la vitesse. Je pense que les acteurs commencent à bouger, à préparer ça. Ça renouvelle quand même énormément. Parce que là, c'est ce qu'on appelle le pay for performance, c'est-à-dire arriver à dire un modèle où nous, on est prêt. Il y a quelques modèles qui existent comme ça, même en France. Alors, c'est confidentiel à plus d'un titre, mais il y a des produits qui existent. Il y a d'autres pays, Europe, États-Unis ont aussi des modèles comme ça, qui s'appellent des prix conditionnés à un résultat. C'est-à-dire que votre traitement, l'assurance santé, l'assurance maladie, va se faire rembourser par l'industriel du médicament.
s'il est démontré au bout de 6 mois, par exemple, que le médicament contre l'ostéoporose a conduit à une fracture. Donc, ce médicament qui coûtait, mettons, 2 000 € va être pris en charge par le labo, qui va dire, bah, c'est pour moi, ça n'a pas marché, je le reconnais. Et là, on voit bien, en fait, dans ce débat, qui est assez séduisant, hein, parce que là, ça enlève l'ensemble des problématiques de méfiance, de soupçon, puisque c'est un peu satisfait ou remboursé, hein, pour parler meilleur Prozac. Et le fait de mais pas au niveau du patient, en fait, mais au niveau du système de santé, donc au niveau du pays, quoi, au niveau du système de santé. Et là, on touche vraiment pourquoi le digital est clé. Parce que un médicament, il ne fonctionne que si vous le prenez. Et en fait, vous n'arrivez à le prendre que si vous arrivez à créer un engagement avec le patient qui fait que l'observance, qui est un vrai enjeu, hein, même sur des maladies graves, il y a des observances de l'ordre de 2 sur 3, c'est-à-dire 2 pilules sur 3 vont être prises, etc. Et donc, il y a cette problématique de créer une conviction, de créer un engagement du patient, une compréhension de la maladie qui fait que le patient est fortement engagé et qui fait aussi que tout le système de soins autour est derrière lui et travaille avec les meilleures informations pour anticiper les effets secondaires, l'aider à mieux gérer ses questions, l'aider à mieux gérer aussi au-delà du médicament, au-delà de la maladie, son parcours de vie. Parce que bon, un patient n'est pas malade 24 heures sur 24, entre guillemets. Il faut au contraire arriver à lui faire dépasser ça. Et je pense qu'il y a certains laboratoires qui utilisent aussi pleinement le digital pour jouer cette expérience du patient et du prescripteur de santé au mieux, en leur envoyant l'information, faisant des apps qui permettent de contrôler justement les effets secondaires, identifier les signaux faibles, pour très vite prévenir une infirmière qui va téléphoner au patient pour le rassurer sur son traitement, pour lui rappeler des bonnes pratiques, ou alors qui va très vite envoyer un message au médecin généraliste demandant à vite recontacter le diabétologue parce qu'il faut probablement ajuster, en attendant que la pompe à insuline dont parlait Stéphane soit sur le marché, il va falloir ajuster d'une manière ou d'une autre certains dosages. Et donc toute cette expérience-là, qui fait une chaîne de valeur très fragile, hein, où il suffit en fait de louper un coup de fil un jour, ou d'avoir une salle d'attente pleine qui fait que vous pouvez pas recevoir le patient et donc finalement qui effrite un peu cet équilibre, ce château de cartes d'un patient bien traité. Le digital, clairement, il peut donner la possibilité à l'industriel de s'assurer que son médicament sera le mieux pris possible, le mieux accompagné, et au final donc maximise les chances qu'il marche et que donc en fait le prix qu'on reproche tellement souvent à l'industriel soit pleinement justifié et que la question se pose pas. Alors si en plus l'industriel est capable de dire moi je serais capable de mesurer avec un tiers de confiance, etc., quand mon médicament a marché ou quand il n'a pas marché, ça sera encore mieux pour que l'industriel soit tout à fait à l'aise pour justifier un prix uniquement un pay for cure.